Bonjour Cécile Comics et je continue mon exploration des titres Dawn of DC avec le tome 1 de Dawn of Shazam paru chez Urban Comics. Alors je dois dire que j'attendais quand même avec impatience ce titre pour plusieurs raisons. Déjà parce que même si je n'en suis pas un lecteur vraiment assidu, mais le personnage de Shazam et un peu son univers très décalé m'a toujours intéressé. Donc j'ai souvent tenté les séries pour voir si quelque chose accrochait, même si je n'ai pas vraiment encore trouvé à ce jour de titre ou de série Shazam qui m'avait vraiment complètement convaincu. Donc je misais beaucoup parce que Mark Waid, déjà comme scénariste, Dan Mora au dessin, et puis aussi parce que dans cet album il y avait d'autres artistes comme Evan Dolkshanner que j'aime bien aussi, donc je vais y revenir. Et donc comme pour la précédente vidéo sur Superman, celle-ci sera aussi en 3 parties. Je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé, la partie que j'ai le moins aimée, et puis après, 2e chapitre, ben, ce qui m'a laissé un peu dubitatif, et enfin je terminerai par mon coup de cœur graphique de cet album. On va donc commencer par évacuer ce qui était, pour moi un peu la faiblesse de cet album, et je comprends aussi, du coup la démarche, d'Urban, on s'en doutait un petit peu, mais de regrouper, tout dans un même tome. C'est-à-dire que très difficile de promouvoir, les titres, qui sont en dehors de la série de Mark Waid, et de Dan Mora sur d'autres supports. Donc les compiler, ça fait un petit peu sens, d'un point de vue, présentation de l'univers de Shazam, mais on voit aussi très vite que, la différence de qualité étant tellement importante que c'est un peu une façon aussi de refourguer, des titres et des séries qui auraient vraiment, vraiment aucune chance, je pense, auprès du lectorat, et c'est un peu le cas, des Night Terrors. Donc c'est 2 numéros qui sont tirés du gros crossover event, de DC, Night Terror. Autant j'avais dit du bien, de, celui de Superman dans la vidéo précédente, parce que je découvrais, Tom Reilly, le dessinateur. Autant là, je ne découvre pas le dessinateur, je le connaissais, Roger Cruz, mais là, je dois dire que je ne suis toujours pas convaincu par cet artiste. Alors, Roger Cruz, pour mémoire, moi je l'ai découvert, il y a longtemps, dans les années 90, lorsque sur les X-Men. Lorsque, en fait, il était arrivé avec ce style, j'allais dire un petit peu dans la veine de Joe Madureira. D'ailleurs, même j'ai le souvenir d'avoir vu passer une interview un jour où il expliquait avoir été un peu encouragé, on va dire, à aller un petit peu dans ce style. Et c'est un artiste avec lequel effectivement on va retrouver, en tout cas non pas un style qui ressemble à ça, mais quelques travers ou quelques dérives de l'époque, comme un côté faussement manga, qui n'était pas très très bien maîtrisé. Ça se voit par exemple au style de visage aussi, qui sont assez significatifs, beaucoup dans les formes des bouches ou des yeux, etc. Et en fait, c'est un artiste qui, je trouve, en fait, ne fait pas du mauvais boulot, clairement, sur ce titre, mais c'est vraiment pas un style qui me parle. Je trouve que c'est pas un style qui a bien vieilli, au contraire, et je trouve en plus que c'est un style pas forcément adapté au personnage de Mary Marvel, et notamment, on le voit avec, les expressions, qu'elle peut avoir. Voilà, l'histoire en elle-même, elle est, vraiment pas extraordinaire, pour le coup, puisqu'on est dans un format un peu répétitif dans tout ce qui est Night Terror, puisqu'on a à chaque fois le personnage qui se confronte, à ses plus grandes peurs. Donc c'est toujours intéressant, on va dire, sur le principe, si on veut en savoir un petit peu plus sur, la psychologie du personnage, parce qu'on part du principe que ces terreurs vont nous aider à un peu à mieux le connaître. Là, en l'occurrence, ça va pas extrêmement loin, donc on peut passer assez rapidement, et j'avoue que, je n'ai pas eu d'effet de nostalgie, dans le dessin de Roger Cruz, et pas eu non plus l'impression qu'il y ait eu une évolution, depuis une bonne vingtaine d'années, qui m'aurait permis en fait finalement de redécouvrir cet artiste. Donc c'est la partie, j'allais dire un petit peu moins bien, et j'ajouterai les quelques pages, même si elles sont, encore une fois très honorables, hein, comme le travail de Roger Cruz, mais
les quelques pages faites par Kathleen Yersky, c'était une autre artiste, je vais les retrouver, voilà. Kathleen Yersky, en fait, dont j'ai parlé, pareil, dans le Dawn of Superman, dessinatrice, artiste, illustratrice, qui a travaillé sur Image sur une série qui s'appelle Coyote, notamment. Et même chose ici, on la retrouve pour quelques pages dans un Planète Lazarus, We Once Were Gods. Alors, je ne sais pas si c'était une backup story quelque part dans le gros, pareil, le gros. Je sais pas si c'était un event projet Lazarus ou maxi série. Je m'y perds un petit peu chez DC, comme je ne suis pas tout. Donc voilà, s- on retrouve un peu les qualités, et j'allais dire les limites un petit peu que j'avais déjà vu sur cet artiste-là précédemment, c'est-à-dire des visages en qualité, des visages très expressifs, qu'on le voit ici, qui ont, qui me, que je trouve vraiment intéressant, notamment pour ces protagonistes beaucoup plus jeunes. Ça, c'est plutôt adapté. Après, le reste, et le découpage ne m'a pas vraiment transcendé. Je le trouvais même un petit peu confus à certains moments. Les postures sont un peu rigides et j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui sortait du lot, en tout cas qui me faisait envie de voir davantage de pages là-dessus. Donc voilà, pas une déception, pas non plus quelque chose insupportable à lire, loin de là. Encore une fois, que ce soit au niveau du dessin, de l'ancrage ou de la colorisation, c'est Jordi Belair qui fait la couleur, donc c'est quand même très propre, mais pas non plus quelque chose de très marquant au niveau de cet album. En revanche, j'ai été un petit peu plus hypé et un petit peu plus intéressé par le travail de Evan Doc Shanner dans la mini-série The New Champion of Shazam, qui met en scène le personnage de Mary Marvel. Donc le scénario est de Josie Campbell. Le personnage de Mary Marvel, en fait, à cette époque, avait été remise en avant comme étant la seule de la Marvel Family ayant ses pouvoirs, puisqu'on était resté un petit peu dans la configuration que les courageux qui ont vu le film ont retenu, courageux comme moi d'ailleurs, puisqu'on a les différents membres de la famille donc de Billy Batson qui sont devenus en fait différentes incarnations en fait de Shazam, euh, dont Mary Marvel évidemment. Là on les retrouve d'ailleurs dans des designs assez proches de ceux des films, que ce soit sous leur forme, j'allais dire humaine, et puis dans leur forme super-héroïque. Et donc je trouvais que le style de Doc Shanner pouvait parfaitement bien se prêter. Pour mémoire aussi, Doc Shanner, vous avez pu le voir dans Strange Adventures, la mini-série, la maxi-série plutôt, de Tom King, dans lequel en fait Doc Shanner illustre les flashbacks super-héroïques, on va dire, ou en tout cas sur une période censée être extrêmement super-héroïque du personnage principal, Adam Strange donc, et Doc Shanner, il a été avec Mitch Gerads, en fait, voilà, ça c'était la partie par Mitch Gerads, et en fait on avait tous les passages qui étaient des flashbacks en fait mis en scène par Doc Shanner. Et c'est vrai que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé son style, qui avait ce côté vraiment pulp SF tel qu'on peut l'imaginer dans ce qu'il y a de plus voilà, de plus épique, de plus euh, vraiment comment dire, débridé en termes d'imagination et de design. J'avais vraiment vraiment beaucoup aimé, et notamment la cohabitation. Peut-être qu'un jour je parlerai de ce titre-là qui m'a plu sur le fond et sur la forme. Et donc, j'avais hâte de voir un petit peu ce qu'il faisait là-dessus. Et c'était un artiste avec lequel aussi, je peux dire que j'avais des rendez-vous manqués, mais j'avais souvent été intrigué par son travail un peu comme ça, un peu en ligne claire, comme on le voit ici. Voilà, je trouve très très beau en fait. Il fait toujours des personnages qui sont à la fois très réalistes, là, notamment par exemple sur les cheveux, les designs de visage aussi. Je le trouve vraiment, vraiment fort pour ça. Et en même temps, il a vraiment un aspect, j'allais dire bande dessinée européenne presque, en ayant une ligne très propre, une vraie capacité à, à représenter de manière très précise tous les environnements, les décors, les personnages, les accessoires, etc.
Donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait là-dessus. Et les rendez-vous manqués, c'était un petit peu les séries qu'il avait faites sur Flash Gordon ou sur Johnny Quest aussi. J'avais un peu feuilleté, tenté un peu ces titres-là, mais sans être vraiment convaincu, parce qu'il y avait quelque chose qui me gênait, que j'arrivais pas vraiment à déterminer. Alors que je suis plutôt fan de ce style de dessin. En fait, j'aime beaucoup les artistes comme Chris Sprouse, par exemple, ou Jim McKelvey aussi, qui ont ce style de ligne-là. Et en fait, en feuilletant cette série, enfin, en lisant cette série, j'arrêtais pas de me dire que c'était extrêmement bien dessiné. Encore une fois, l'expressivité des personnages est folle. On a une vraie recherche graphique, comme par exemple ici sur cette séquence d'affrontement aussi, très intéressante sur la façon dont le texte est réutilisé. On a aussi, je trouve, une très très belle caractérisation des personnages à chaque fois, avec que ce soit au niveau des designs des visages, des costumes, et encore une fois, un storytelling très clair. Donc, pourquoi je n'arrivais pas à avoir un coup de cœur monumental pour ce titre, même si l'histoire, encore une fois, elle est, sans être révolutionnaire, est très sympa à lire, en fait. Euh, et je me disais, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ce point-là à accrocher à cette série? Et je pense que tout simplement, c'est parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment, et notamment dans les scènes d'action, que c'était assez figé. En fait, j'avais vraiment le sentiment que ce dessin très propre, on peut le voir ici par exemple, très propre, très académique, euh, très fin, finalement était très statique. Et que quelque part, il me manquait une énergie, et notamment dans les scènes d'action ici. Je trouve que c'est assez flagrant. On a presque l'impression que Mary Marvel est une vignette qu'on a collée à des moments. Les poses manquent vraiment de dynamisme, les angles ou les effets manquent vraiment, ne- n'aident pas en fait l'histoire j'allais dire, à passer la seconde. Et de fait, on a, je trouve, cette sensation de quand même voir de la vie au niveau des visages des personnages, euh, comment dire, de découvrir vraiment un environnement crédible, et surtout le fait que le personnage de Mary Marvel, je trouve, s'intègre très très bien dans ce quotidien de l'école, enfin de la fac qu'elle fréquente, de son quotidien dans sa famille et tout. Donc quand même ce potentiel décalage entre quelque chose d'assez délirant et un environnement voilà, très concret, très contemporain, ça passe très bien avec ce style de dessin, mais il manque pour moi une vraie énergie, et une énergie qu'on retrouve encore une fois dans les visages, mais pas dans les corps, pas dans l'action. Et donc il y avait un côté un petit peu trop statique, un petit peu trop sage peut-être, euh, dans toute cette maxi-série ou mini-série. Voilà, qui m'a laissé un peu, qui fait que j'ai eu un sentiment, et que j'ai un sentiment aujourd'hui un peu partagé. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de la troisième partie, en fait, du travail de Dan Mora. Alors, Dan Mora, je pense que c'est peut-être pas forcément nécessaire de le représenter, parce que c'est quand même un nom qui est sur toutes les lèvres depuis qu'il a été remarqué chez DC, notamment sur World Finest. Moi, c'est un artiste que j'ai vraiment découvert, alors un tout petit peu avec Klaus au début, et puis surtout avec sa série qu'on pourrait dire ça, de médiéval fantasy, Once and Future, avec Kieron Gillen. C'est une série que j'adore, que j'ai chroniqué sur mon blog d'ailleurs, parce que vraiment le style graphique de Dan Mora là-dedans était vraiment extraordinaire, et notamment parce que il arrive à combiner ce qui fait toute la force pour moi de ce qu'il apporte chez DC en termes de puissance physique des personnages, découpage dynamique, euh, capacité à rendre finalement à tout dessiner, et en même temps il apporte quelque chose de très sombre, une capacité à gérer les ombres, à gérer une forme de violence, à gérer même le gore, qui est vraiment extrêmement habile, et qui fait que la série a une tonalité euh, qui mélange
fantaisie et modernité, classicisme dans la narration et en même temps, vraie recherche graphique qui, je trouve est vraiment en fait une petite merveille. Donc je l'attendais avec impatience sur Shazam parce que je me disais, après avoir vu son travail sur World Finest, que son style graphique justement, allait être parfaitement adapté pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce que, bah, il dessine vraiment extrêmement bien les super-héros. Là-dessus, il y a pas de doute. On peut le voir ici, son Shazam, ou son Captain Marvel plutôt, ou son Captain comme on l'appelle maintenant. Et vraiment, voilà, dans les archétypes super-héroïques, parfaits, musculature parfaitement rendue. En plus, j'aime beaucoup le fait qu'il ait ses épaules extrêmement larges et ses bras très épais par rapport au reste de sa silhouette. Et en même temps, il lui fait un visage bah, qui est un peu, on va dire, dans ce qu'on imagine un peu du personnage, qui a ce côté un peu juvénile, conservé, très expressif, avec pas mal de grimaces, pas mal de moments où en fait, au-delà de son visage, on va dire plus sérieux de super-héros, on a toujours voilà, ce côté un petit peu décalé. Je trouve que vraiment, en fait, on va voir que effectivement, entre par exemple ici, Freddy et Billy ici transformés, on a finalement une structure de visage qui pourrait être la même. Donc ce côté juvénile du personnage ressort vraiment bien. Et aussi, j'aime bien le fait qu'à des moments, voilà, il le représente avec les petits yeux plissés, comme, le design original. Je vous mettrai, en incrustation, qui lui donnait un petit peu ce côté, un peu atypique, en fait, à l'époque, dans les comics. Et en plus, l'autre point, pour moi positif, c'était que, comme Dan Mora est vraiment, vraiment excelle dans beaucoup, beaucoup de choses en dessin, ça permettait, d'aller illustrer un petit peu tous les délires possibles et imaginables que pouvait lui envoyer, Mark Waid. Et c'est un peu le cas ici, puisque en fait, on va avoir, le quotidien du personnage, et là, on le voit dans cette séquence où il danse, il fait un bowling géant, il va croiser des T-Rex, on l'a vu. On va avoir des personnages aussi, délirants que Toki Tony, c'est ça? Un tigre humanoïde qui va squatter la maison des parents adoptifs de Billy. Donc on a tout cet univers qui était très atypique et qui a toujours donné aux séries Captain Marvel, Shazam, donc ce monde un peu délirant, euh, éloigné des archétypes quelque part du comics, en donnant cette impression de mixer à la fois un univers presque Disney, Hanna-Barbera avec le monde des comics, ce qui le rendait, je trouve, assez intéressant et assez atypique. Et là, pour le coup, Dan Mora, on sait qu'il va reculer devant rien et qu'il va être capable de représenter tout ça dans ces épisodes-là. Et c'est vraiment une des grandes réussites de cette série, et je vais y revenir, c'est que il arrive à rendre très cohérent vraiment tout ce bagage-là et toute cette cohabitation entre les choses les plus extravagantes et un monde beaucoup plus réaliste, comme on le voit ici. Et c'est d'autant plus nécessaire que, en fait, l'intrigue que propose Mark Waid va mixer beaucoup de choses. Donc évidemment, on va rentrer dans les territoires de spoiler. Donc si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment d'arrêter, même un petit peu avant. Puisqu'on va avoir des dieux qui sont représentés ici. Et toujours cette cohabitation entre voilà, l'univers très classique de Billy, très terre à terre. Et on voit par exemple que Dan Mora c'est aussi parfaitement bien représenté les enfants, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. C'est à toi que je parle, John Romita Jr., hein. Je t'adore, mais quand même. Et là, en fait, je trouve que là-dedans, il est vraiment excellent. Son Billy Batson est extrêmement juste. Les différences d'âge se voient entre les différents protagonistes. Et il y a cette expressivité dans les visages qui, je trouve, ajoute beaucoup de choses à ça. Et de l'autre côté, il est capable euh, de vraiment vous présenter une Gorilla City extraordinaire, des gorilles développés, en tout cas intelligents, avec beaucoup de technologie. Ça passe très bien. Un T-Rex qui est une race extraterrestre et qui vient d'un autre monde, pas de problème. Et il arrive à créer cette uniformité, en tout cas cette cohérence dans toutes ces choses quand même qui, a priori, et là on va le voir après avec un autre
notre créature alien avec un passage sur la Lune. Donc il donne cette cohérence-là à tout cet univers-là, complètement barré, complètement délirant, qui puise dans beaucoup de sources diverses et variées. Et il arrive à le rendre vraiment, et le dépeindre dans un seul et même univers, sans qu'on s'interroge, en fait, ou sans qu'on ait l'impression qu'il y a ce côté un peu décalé, qui peut-être rebuter un peu les gens pour entrer dans les séries de Captain Marvel, Shazam d'origine. Cela étant dit, euh, au niveau du dessin, pour moi, effectivement, il n'y a rien à dire. J'étais plus dubitatif sur la colorisation. Euh, non pas qu'elle soit pas de bonne qualité, puisque en fait, je trouve qu'elle donc elle est de Alejandro Sanchez. Elle est de qualité indéniablement. On voit par exemple ici le travail qui est fait sur la source de lumière du feu. On a ici un environnement lunaire avec une lumière beaucoup plus forte, en fait, qui rend les personnages un petit peu blafards. Euh, voilà, on a beaucoup de façons dont la couleur complimente les textures qui sont créées par Dan Mora. Mais encore une fois, il y avait quelque chose qui me pose un peu souci, c'est que l'univers la façon dont Dan Mora crédibilise l'univers de Shazam, pour moi, il aurait été intéressant de le contrebalancer d'une colorisation qui n'allait pas dans le même sens. Alors, je vais essayer d'être clair, parce que là, on est vraiment sur du terrain très subjectif. Techniquement, il n'y a aucun souci, et la colorisation, pour moi, correspond à du comics moderne. Mais justement, ce que je trouvais intéressant dans cette série, c'était le fait de jouer sur son héritage un peu campy, justement un peu décalé, et de proposer finalement une colorisation qui serait allée dans ce sens-là, et pas une colorisation qui aurait poussé encore plus vers le réalisme. Parce que la force, selon moi, de ce titre, c'était d'avoir justement un Dan Mora, et on peut le voir sur World Finest, dont le style apporte toute la modernité et la puissance nécessaire à un titre de super-héros, et dans lequel on peut justement lancer les trucs les plus délirants du Silver Age ou du Golden Age, et il arrive à le rendre, entre guillemets, acceptable, ou en tout cas cool, sexy, et parfaitement crédible pour un lectorat plus moderne. Et justement, pour Shazam, je trouve que la colorisation aurait dû être peut-être un petit peu plus dans l'esprit de ce qui a été fait sur World Finest, ou en tout cas une colorisation, ou par exemple ce qui a été fait aussi sur Strange Adventures, qui renvoie davantage à quelque chose d'un petit peu plus rétro, d'un petit peu plus aussi, justement un peu plus ligne claire en fait. Et on le retrouve à des moments en fait ici, par exemple, sur les colorisations de visages, où il y a beaucoup de teintes chaudes, et quelque chose qui, je trouve, donne beaucoup d'humanité au personnage. Et à l'inverse, on a des séquences, comme on l'a vu après avec les gorilles, où on est dans quelque chose, voilà, de beaucoup plus sombre, beaucoup plus en plus avec un effet de dots, là, un peu de texture un petit peu, qui apporte une source d'ombre supplémentaire qui n'est pas forcément, je trouve, adaptée avec le reste ici, qui est beaucoup plus épuré. C'est une BD que j'aurais bien voulu voir en noir et blanc. Euh, Parce que j'ai l'impression aussi que la colorisation, des fois, écrasait un peu le dessin, notamment sur cette page-là, en fait. Il y a quand même beaucoup de détails dans le design, dans les visages, dans les personnages. Là, on a des espèces de teintes un peu uniformes. Voilà, j'ai mis cet exemple-là parce que typiquement, c'était un petit peu le genre de colorisation que j'attendais un peu sur ce titre, là, sur cette cover de Chris Samney. Euh, je trouve qu'en fait, le personnage de Shazam doit un petit peu naviguer entre cet héritage presque un peu cartoon, même s'il ne vient pas d'un cartoon à la base, mais qui est l'héritage graphique un peu de fondateur de son univers, et une certaine modernité. Et que là, on avait un artiste qui pouvait proposer cette approche, justement, mixant un peu la force du cartoon, mais avec un trait réaliste, ce qui n'aurait pas été le cas, par exemple, d'artistes comme Jim Lee, ou d'artistes plus classiques de comics. Dan Mora, lui, a cette capacité-là. Et j'aurais voulu voir ce que ça aurait donné si on avait adopté une stratégie de colorisation peut-être un peu moins moderne, un peu moins
voilà, basé, rempli de tas d'effets et beaucoup plus direct, beaucoup plus, simple, en fait, mais efficace, comme on l'a sur cette cover de Chris Samnee. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez, aimé, cette série, si vous avez aimé les artistes, en fait, dans ce tome et puis je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes découvertes de nouveaux styles graphiques. À bientôt.